Alors, après la pause déjeuner qui a été courte, mais qu'il fallait raccourcir justement pour tenir les délais, on va désormais parler d'intelligence artificielle et de cybersécurité pour digérer. Pour la première, pour ce qui est d'intelligence artificielle, elle est de plus en plus présente dans nos vies et dans le débat public. C'est un sujet qui monte et on en parlera dans quelques instants. Mais surtout, l'enjeu, c'est comment la contrôler, éviter ses dérives. On parlera notamment des biais algorithmiques qui vous tient particulièrement à cœur tous les trois comme sujet. Et on se demandera comment on peut transformer cette technologie comme une force pour notre société d'aujourd'hui et de demain. Quant à la cybersécurité, nous devrons prendre conscience qu'elle devient incontournable à tous les niveaux. C'est surtout ça qu'on évoquera ensemble, c'est que au-delà des solutions technologiques, il y a surtout des comportements à adopter. Et ça sera tout l'enjeu de la table ronde, c'est de montrer que ce n'est pas qu'une question technologique. Donc pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le docteur Nassira Guerrouji-Salvan. J'espère avoir bien prononcé votre nom. Vous êtes présidente de l'association CEFIS Cybersécurité. Comment ? CEFIS. Pardon, excusez-moi. CEFIS, Cercle des femmes de la cybersécurité. Je l'ai mal écrite sur mes fiches, excusez-moi. Anna Chouri, experte en intelligence artificielle et société. Bonjour. Bonjour. Et Yannick Meillet, je l'ai bien dit, on est bon ? Absolument. Professeur à l'ESCP Business School. Bonjour. Merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation de la Tribune pour ce forum. On a 25 minutes, mais ça va aller. Je sais que vous êtes très bon, donc il n'y aura pas de souci. On va commencer avec vous, Nassira, toutes les semaines, avec des degrés de médiatisation divers, mais toutes les semaines, un vol de données numériques anime l'actualité. Récemment, c'était le vol de données de millions de demandeurs d'emploi sur une période particulière. Il y a eu pas longtemps, c'était les vols de données de carte vitale. Concrètement, c'est vrai que nous, on regarde ça tous de loin, on regarde ça sur les réseaux sociaux, on voit ça, on sait pas si réellement on est concerné ou pas. Mais c'est quoi les impacts au final de ces vols ? Est-ce que nous, dans notre vie, ça peut avoir des conséquences tôt ou tard ? En fait, le sujet est intéressant. Cet été, c'était très chaud en événements, entre autres de cybercriminalité et notamment le vol de données. Là, ce qui se pratique le plus, le vol de données, les 10 millions d'enregistrements ou d'utilisateurs ou de chômeurs, si on veut, les bénéficiaires de Pôle emploi, la base de données a été volée d'un prestataire de Pôle emploi. Elle n'a pas été volée chez Pôle emploi et a été mise en vente. Souvent, on met en vente ce qu'on appelle le dark web, c'est-à-dire Amazon de la cybercriminalité. On va pouvoir tout acheter. On achète les numéros de carte bancaire, on va acheter les données, on va acheter aussi des virus pour attaquer. On va aussi acheter des armes. C'est le meilleur, on va dire, le plus grand supermarché de la cybercriminalité. On peut aussi acheter des trimestres pour la retraite ou pas ? Pourquoi pas ? Mais bon, une fois qu'on acte qu'il y a un vol de données, généralement, Pôle emploi va envoyer un message à tous ceux qui étaient victimes de ce vol de données, parce qu'on sait, la base de données, 10 millions quand même, c'est énorme. Maintenant, que contiennent ces données ? Qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver le nom, le prénom, le numéro de téléphone, la carte vitale, peut-être le numéro, on parlait tout à l'heure de carte vitale, parce qu'il y a aussi un demi-million de bénéficiaires de la sécurité sociale, pareil, où leurs données étaient en vente libre, ont été volées. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Déjà, la première évidente, c'est bien sûr le phishing. On va faire un phishing, quand vous vous envoyez un message, vous allez recevoir un message sur le téléphone parce qu'on a volé votre numéro de téléphone, parce qu'on a volé votre email, parce qu'on a volé votre login mot de passe pour accéder à la banque, pour accéder à vos services. Et le phishing, c'est très facile, même au niveau du téléphone, c'est SMS. Vous avez tous reçu un jour un SMS, vous avez une contravention que vous n'avez pas payée. Cliquez ici pour la payer. Une fois que vous avez cliqué, vous allez donner accès à l'attaquant, à votre soit ordinateur, soit téléphone, pour qu'il vole tout ce qu'il trouve sur le téléphone, y compris les accès vers la banque. Derrière, après ça, il va voler l'argent. Après, il va voler les accès à vos différents sites. Donc ça, c'est le premier cas. Le premier cas, c'est le vol
financier. Ça veut dire une fois que vous rentrez dans ce cycle-là, c'est très très compliqué de s'en sortir. Je ne vais pas quand même faire peur. Le deuxième, par contre, il faudra faire court, parce que sinon, le deuxième, c'est l'usurpation d'identité. Parce qu'on a volé votre numéro de carte vitale, il y a assez d'informations pour aller demander un crédit en votre nom. Et là, allez-y, prouvez que c'est bien, c'est pas vous qui l'avez fait. Alors il y a quand même énormément de risques, mais il faut juste être, quand on est touché, ou même quand on n'est pas touché, il faut être très 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 vigilant par rapport au phishing. La sécurité sociale ne vous envoie jamais SMS pour vous dire changez votre mot de passe. La banque pareil, Pôle emploi pareil. Donc toutes ces structures ne vont pas vous adresser des messages pour changer votre mot de passe. Donc là, il faut être vigilant. Il faudra juste être un tout petit peu plus synthétique, parce que sinon on va dépasser, puis je vais me faire tirer les oreilles, là ça va aller. D'accord. Yannick Meyer, sur LinkedIn, il n'y a pas longtemps, il y a un expert reconnu en cybersécurité qui parlait justement du fait que le télétravail c'est bien, mais c'est devenu une super opportunité pour les cyberhackers, notamment en attaquant via Teams. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui il y a un travail de sensibilisation à faire sur nos pratiques au-delà du côté technique, on disait tout à l'heure, enfin, comment mobiliser les salariés, parce qu'au final vous formez des managers, vous tout au long de l'année, en tout cas une partie de l'année vous formez des managers sur ces questions-là, comment vous leur expliquez mobiliser les salariés sur cette question, parce qu'en vrai, enfin, je pense que tous dans la salle on a des réunions sur Teams ou Google Meet toutes les semaines, et au final si on se rend compte que ça rend vulnérable notre société, comment on peut faire pour créer des premières briques de protection, si on peut dire les choses ainsi? Comment mobiliser les salariés? Déjà, il faut essayer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pensent que la cybersécurité, c'est essentiellement une question technique, une question IT, et que si on met le bon firewall, le bon logiciel, on ne trouvera pas dans les détails, c'est bon, nous sommes protégés. Alors qu'en fait, non. Au centre de la cybersécurité, le facteur humain est absolument essentiel. Et donc, la particularité, c'est que tous les salariés, tous les membres de l'équipe, sans exception, doivent participer aux efforts et aux démarches de cybersécurité. Tous. Donc ça veut dire qu'il faut gérer ça, il faut que ce soit inclus dans le management. C'est pour ça que dans un programme de management général, comme le Master in Management de nos écoles, de SCP, on inclut ces questions de cybersécurité. Parce qu'il va falloir qu'eux entraînent leurs équipes. Ensuite, comment ? Sensibiliser, et puis sensibiliser encore. Il y a des méthodes, on n'entrera pas dans les détails là. En fait, la prise de conscience n'a pas eu lieu encore sur cette question de la cybersécurité. Parce que déjà que techniquement on n'est pas au rendez-vous, alors mentalement c'est encore plus compliqué. En tout cas, pas assez. Ça commence, ça va mieux, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et il y a des techniques, il y a des outils, notamment les mécanismes de neutralisation, on ne trouvera pas dans le détail, qui permettent de savoir pourquoi quelqu'un ne respecte pas la règle. Et une fois qu'on sait pourquoi quelqu'un, qui n'est pas un sauvageon, ne respecte pas la règle, on va pouvoir mieux expliquer et avoir des actions de sensibilisation qui sont beaucoup plus impactantes, beaucoup plus directes. Et c'est ces outils-là dont on équipe nos étudiants et nos futurs diplômés pour qu'après ça puisse aller dans l'entreprise. Anna Choury, je le rappelle, vous êtes experte en intelligence artificielle, vous êtes aussi membre du collectif Data for Good. Et avec ce collectif, vous avez publié récemment le livre blanc « Les grands défis de l'IA générative ». L'IA générative, je vous laisserai expliquer, mais grosso modo, c'est ChatGPT. Dans les grandes lignes, quelle est la recette qu'est-ce qu'il faut retenir de ce livret blanc? Quelle recette on doit façonner pour avoir une IA inclusive qui n'est pas discriminante? Parce que c'est un peu ça au final l'enjeu aujourd'hui de ces IA génératives, c'est que généralement, in fine, on arrive sur du contenu raciste et autres. Alors effectivement, on a donc les IA génératives, c'est ChatGPT, c'est vrai. C'est les IA génératrices de textes, d'images, mais c'est aussi leurs équivalents chinois, leurs équivalents russes, leurs équivalents externes. Et donc l'intelligence artificielle, il y en a beaucoup. Elles sont toutes biaisées. On parle effectivement des biais sexistes, des biais racistes, dont on parle depuis un certain nombre d'années. Ce qui a été mis en lumière dans ce livre blanc et qui est plus inédit, c'est les biais politiques. C'est-à-dire qu'on a pu placer sur une carte politique les différentes intelligences artificielles génératives avec les idéologies politiques qu'elles convoient de façon plus ou moins consciente. La place Tiananmen n'existe pas dans l'IA générative chinoise. Impossible d'en avoir une photo, par exemple. Et ce qui s'est vu, ce qui s'est joué dans ce déploiement absolument massif de l'IA générative, on a vu se rejouer des scénarios de sphères d'influence géopolitique qui finalement sont beaucoup moins anodins que
que ce qu'on imaginait en mettant ces IA-là dans la main de tout le monde. Donc effectivement, on a des solutions techniques pour essayer de pallier aux biais sexistes, aux biais racistes, aux biais algorithmiques, qui ne suffisent absolument pas. Mais on a en plus ces enjeux d'hégémonie politique qui sont à prendre en compte. Donc vraiment, la première et l'ultime ingrédient des recettes, c'est la prise de conscience, l'utilisation en conscience. Mais aussi, on aura une intelligence artificielle générative ou pas, humaniste et inclusive, quand la société qu'elle représentera sera humaniste et inclusive. Tant qu'on ne l'a pas dans les données, on ne le verra pas dans l'intelligence artificielle. Donc les IA génératives ne sont que le reflet de ce que nous sommes. C'est ce qu'il faut retenir. Je n'ai absolument pas entendu ta question. Je disais en fait les IA... Bon, c'est qu'elle est peut-être pas intéressante, mais les IA génératives au final c'est que le reflet de ce que nous sommes. Donc au final c'est plutôt nous qui devons nous remettre en question plutôt que la technologie. Alors les deux, et c'est pour ça qu'on a des entreprises toulousaines d'ailleurs extraordinaires sur le sujet, qui vont aider à pallier les écarts technologiques qu'on peut pallier pour notamment les biais algorithmiques. Donc il y a des solutions techniques qui existent et qui doivent être largement mises en place, mais elles ne seront pas suffisantes effectivement tant qu'on ne se remet pas en question de façon plus large. C'est même presque pire, c'est pas le reflet de ce que nous sommes, c'est le reflet de ce que nous avons été. Puisque le machine learning, l'apprentissage automatique, est basé sur les observations. C'est une expérience artificielle, donc c'est sur le passé. Donc on va apprendre ce qu'était la société il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et si la société était misogyne, on va apprendre à la machine comment être misogyne en plus misogyne. Si elle était homophobe, comment renforcer ça. Donc en fait, il y a toujours un petit écart temporel. Ça, c'est toujours la réalité. Mais même si nous, on a commencé à bouger dans la vraie vie, en fait, l'IA, elle, va se baser sur les données passées et ça va être pire. C'est pourquoi il faut des gens qui soient, comme vous l'avez dit, en conscience. Et c'est pourquoi les instituts de formation sont très importants pour que les gens puissent utiliser en conscience du potentiel, évidemment, mais aussi des biais et des limitations. Gardez le micro, justement, je voulais vous interroger sur cette question de la cybersécurité, des attentes. Quelles sont les préoccupations des managers que vous formez toute l'année? Quelles sont leurs questions qui reviennent régulièrement dans les échanges que vous pouvez avoir avec eux, au-delà du contenu que vous partagez avec eux? Qu'est-ce qu'eux, ils vous font remonter du terrain? Quel ressenti vous captez en fait de leur part sur cette question de cybersécurité et pourquoi pas d'intelligence artificielle? Oui, en fait, sur cybersécurité et sur IA, il y a des choses assez communes qui sont qu'en fait, on est vraiment en train on travaille sur les mythes. Les mythes, pas l'animal, hein, la mythologie. Ce matin, il y a une intervenante qui a parlé de Blanche-Neige et de Wonder Woman. On est exactement là-dedans. L'IA ne va pas détruire le monde. Malheureusement, elle ne va pas le sauver non plus. Je suis désolé si je déçois certaines personnes. Et en fait, on est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que les entreprises sont en train de se dire, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec? Et c'est très flou. Ça avance très vite. Beaucoup de gens se disent, oh là, c'est technique, c'est pas pour moi. Alors que non, la partie technique, elle a été faite, l'algorithme a été développé. L'utilisation, c'est tous les autres et toutes les autres. Donc il faut s'en saisir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les limites et les écueils? Et comment ça va modifier l'organisation du travail? Comment j'organise ça? Il y a un premier plan social qui a fait beaucoup de bruit en région parisienne sur une entreprise qui remplace une centaine de salariés par une intelligence artificielle à partir du début d'année prochaine. Enfin, on en a beaucoup parlé et ça attise un peu les peurs. Enfin, c'est triste, oui, mais... Alors, les boucs émissaires d'intelligence artificielle pour justifier des plans sociaux, on en a eu avant, on en a encore. Non, mais après, c'est présenté comme ça par l'entreprise. Mais c'est présenté comme ça, on ne peut pas arriver et dire que c'est faux. Tout à fait. Mais en interne, en tout cas, c'est l'explication qui est donnée. Mais il ne faut pas être bisounours. Il faut avoir, et ça c'est notre rôle en formation, c'est de donner au cadre de juste demain, donner une vision qui soit claire et clinique. Il y a des risques, il y a des limitations, il y a des bons usages, il y a de mauvais usages. En plus, bon et mauvais, ça la société décide. Et il faut qu'on ait tout ça. Quand je parle d'organisation, c'est pas simplement embaucher ou virer des gens. C'est finalement, dans le processus décisionnel, quelle sera la place de la recommandation de l'IA? Quelle sera la place des gens? À quel moment? Qui a le final cut? Est-ce qu'on le fait à plusieurs? Quelles sont les compétences? Est-ce qu'on a les compétences? Est-ce qu'il faut des compétences techniques? Est-ce que parce qu'on est une fille, on est censé pas aimer les maths? J'ai toujours pas compris depuis 20 ans. Alors maintenant, on refait la même avec l'IA, je comprends encore moins. C'est tout ça qui... En fait, il faut bien comprendre que sur l'IA, et l'IA générative en particulier, on est en train d'apprendre en marchant. Donc les entreprises voudraient avoir des recettes, et nous, on leur dit, on n'en a pas, ça n'existait pas avant. Donc on est en train de vous apprendre comment
collectivement construire la bonne recette. Et c'est ça qui permettra d'avoir une gestion durable bonne de la chose. Oui, si je peux me permettre de rebondir, il y a quand même une différence majeure entre avoir moins de travail et perdre des emplois. C'est complètement différent. Donc que l'intelligence artificielle remplace des actes dans une société, quelque part encore heureux que la technologie vienne nous aider à avoir moins de tâches manuelles. C'est à ça que ça sert. Donc ça, c'est pas nouveau comme débat. Par contre, est-ce que du coup, on a moins d'emplois? C'est une autre question à se poser. Et c'est un débat qui n'est absolument pas lié à l'intelligence artificielle ou à la cybersécurité. C'est un débat économique. J'aimerais juste faire une petite capsule avec Nassira sur justement la cyberprotection des jeunes, qui est d'ailleurs votre cheval de bataille avec votre association, je veux dire votre société. C'est encore plus un sujet d'actualité en ce moment avec tout ce qui se passe. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a un gros problème de qu'est-ce que voient nos jeunes. Comment vous œuvrez dans ce travail? Comment vous essayez un peu de sensibiliser le grand public à cette question de la cyberprotection de la jeunesse? Le mot sensibilisation revient. Effectivement, quels que soient les outils techniques, il faut sensibiliser quand on voit tout. Ils sont tous sur TikTok, sur Facebook. Ils mettent trop d'informations, de vidéos. Il faut qu'ils suivent tel ou tel. Ils veulent venir à tous des influenceurs qui donnent assez d'informations sur eux. Et c'est très, très mauvais parce qu'il faut traiter la confidentialité. Quand on met des informations sur soi, il faut savoir que Internet n'oublie pas tout ce qu'on met sur soi. On peut le retrouver. Et ce que je disais tout à l'heure, il y a ceux qui sont là, qui sont les prédateurs de toute nature, qui vont chercher les vidéos, les films, les photos, à tout usage cybercriminel, mais aussi par rapport aussi au cyberharcèlement. Cyberharcèlement aujourd'hui, malheureusement, je prends la responsabilité de dire, on n'en parle que quand il y a un suicide. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Sauf qu'il faut toute l'année, il faut parler toute l'année, il faut sensibiliser dès le jeune âge. Ils naissent avec une tablette, avec un smartphone à la main. Des tout petits, ils vont savoir utiliser le smartphone avant de savoir lire et écrire. Arriver au collège, c'est trop tard. Ils vont savoir plus que nous. Et en même savoir, même si vous mettez l'accord parental, ils vont savoir faire différemment. Donc sensibiliser, expliquer, parce que si vous interdisez, c'est même pas la peine, ça marchera pas. Ils vont aller chez le copain, ils vont le faire. Donc il faut de la pédagogie dès le jeune âge, et il faut de l'explication dès le jeune âge, de la sensibilisation à tous les niveaux. Parce que les parents ne sont pas sensibilisés, les parents qui laissent les téléphones entre des gamins de 3 et 4 ans, avec bien sûr l'ensemble de tout le contenu d'Internet, les contenus, tout type de contenu dangereux pour un gamin de 5 ans. Donc c'est pas possible. Donc les parents, passer aussi par les professeurs, par l'enseignement, et aussi c'est un problème de tout le monde en fait. C'est un sujet, tout le monde est concerné par ce sujet. Une question peut-être pour tous les deux, Anna et Yannick, sur justement les biais algorithmiques, mais au final sur l'IA. Aujourd'hui, au final, on n'est pas capable de répondre, savoir si l'intelligence artificielle est une chance ou un risque pour notre société. On n'a pas encore la réponse. Enfin, il y a des bons et des mauvais points, et ça, malheureusement, seul le temps dira si c'est bien ou pas bien, ou je me trompe peut-être. Enfin, quel est un peu votre regard à tous les deux sur cette question? Bon, c'est un peu de sociologie, mais ça, on reste dans le sujet quand même. Je vais commencer, effectivement. C'est une question qu'on pose beaucoup, mais sans vouloir dénigrer ta question, je la trouve un peu naïve et très manichéenne. Hein, l'IA, c'est bien. Ouais, je suis désolée. J'aurais dû te le dire. En plus, tu me l'as envoyé par mail. Je suis absolument désolée. Ouais, mais c'est pour ça que je fais des mails. Mais voilà, je l'ai lu tout à l'heure. Je suis désolée. Et avec bienveillance. Voilà. Je suis absolument désolée. Non, mais déjà, il n'y a pas une intelligence artificielle. C'est un mot ombrelle, un mot parapluie qui regroupe un certain nombre de techniques. L'intelligence artificielle qui était dans ton doctorat n'est pas celui qui a été dans ma recherche. Ce que je veux dire, c'est l'impression qu'on attise les peurs en fait, autour de ce sujet. On attise des peurs sur le sujet. Je pense qu'un des premiers points sur lesquels on réfléchit, c'est l'usage. Est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce que la détection d'images, c'est bien ou c'est pas bien? Ça dépend. Si c'est pour que mon avion il se pose en sécurité, moi j'aime bien. Si c'est pour de la vidéosurveillance algorithmique, moi j'aime pas. Donc c'est plutôt dans ces usages qu'on va se poser la question. Après, elle est biaisée. Ok, on le sait, les données sont biaisées, on travaille sur les données, il y a des solutions qui sont techniques pour aider, qui ne suffiront pas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout jeter avec l'eau du bain? Est-ce que ça veut dire que... quel est l'équilibre à trouver? C'est toujours une question d'équilibre. Tu as dit on verra avec le temps.
En fait, non, on verra avec les choix. En fait, la tech, c'est un outil. Est-ce qu'un marteau, c'est mauvais ? Bah, ça dépend. Si tu veux... Si on tape dessus... Voilà. C'est pas top. Si tu veux planter un clou, c'est plutôt utile. Là, c'est exactement la même chose. C'est autant utile qu'inutile, c'est autant bon que mauvais selon comment on l'utilise. Il faut arrêter de croire qu'on est responsable de rien et que tout va sortir avec le temps et avec les outils. On est responsable de tout parce que bon sang de bois, c'est nous les humains, ici. Et c'est nous qui, pour l'instant, décidons. Si je peux apporter une réponse opérationnelle technique, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, moi je connais le sujet de l'époque où on appelait ça système expert, j'ai développé une IA, donc je sais ce que c'est, nous aide dans la détection des attaques. Aujourd'hui, avec le comportemental, avec l'analyse comportementale, c'est vrai qu'auparavant, on cherchait un virus sur un ordinateur, on va regarder sur la base des signatures. Est-ce que ce virus est connu ou pas connu ? Maintenant, à partir de l'analyse comportementale que l'intelligence artificielle apporte, on peut prédire les attaques. Donc ça apporte dans notre domaine. Mais après, en parallèle, les attaquants sont aussi en train d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc c'est Voilà. le premier qui arrive. En fait, l'enjeu, c'est d'assainir les bases de données. Finalement, c'est ça. Et là, il n'y a pas que la technologie qui fera la... Enfin, j'imagine que nous, en tant qu'êtres humains, on a aussi notre rôle, non ? Complètement, hein. Les bases de données, c'est ce qu'on trouve sur Internet. Il n'y a pas de ce qu'on achète sur le marché noir, sur le marché blanc, mais c'est les traces digitales qu'on a laissées. Donc à partir du moment où ces traces, dans le passé, après il y a un petit effet exponentiel, hein, donc le passé récent a un peu plus de poids, mais à partir du moment où les traces qu'on laisse ne sont pas inclusives ou sont biaisées, à l'intelligence artificielle, ça prend ce que ça voit et ça augmente. Donc effectivement, c'est à nous d'agir en responsabilité sur... C'est ça, en responsabilité. Exactement comme sur la cybersécurité, ça n'est pas une question purement technique. C'est là où, en fait, on en avait discuté, ce qui nous est cher aussi à ESCP, c'est ce qu'on appelle l'expertise de la frontière. Évidemment qu'il faut des experts en marketing, en RH, en finance, il faut des experts tech, en IA, en autre chose, mais maintenant, il faut des experts qui soient sur la frontière, sur le milieu. Il faut que moi, si je suis le grand gourou du marketing, j'en sache assez sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec l'IA, pour avoir des idées intéressantes, pour avoir des idées intelligentes. Et il faut élever le niveau de conscience de tout le monde sur ces choses-là. Alors justement, il nous reste 3 minutes, on va finir avec 2 initiatives sur cette logique d'ouverture des consciences. Vous, Anna, vous avez élaboré un MOOC, je crois, autour de ces questions d'intelligence artificielle suite au rapport Villani, qui a défini la stratégie de la France en intelligence artificielle sur les 10-15 prochaines années. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce MOOC et quel était votre objectif de départ de quel objectif vous êtes parti, avec quelle feuille blanche au final ? Enfin, comment vous avez rempli cette feuille blanche ? Alors effectivement, c'est un MOOC qui a été publié en 2020, initié quasiment dès 2017 à la suite du rapport Villani, où le gouvernement a demandé à ce qu'on suive l'exemple de la Finlande, qui avait développé un MOOC sur l'intelligence artificielle pour initier 1% de la population aux enjeux d'intelligence artificielle. Donc en France, on a trouvé ça génial. On a dit on va faire pareil. Donc j'ai eu la chance d'être l'autrice principale et la directrice scientifique du cours, qui est sur la plateforme Open Classrooms et qui a été écrit en partenariat avec la Fondation Abeona et l'Institut Montaigne. Le cours, donc, il avait pour objectif 1% de la population française d'ici 2030, me semble-t-il, ou 2025, puisqu'on l'a sorti en 2020. Moi, les derniers chiffres que j'ai du mois d'avril, ils étaient pas loin de 350 000 personnes touchées par le cours. Donc, au niveau de l'ambition, on y est. Maintenant, c'est bien, on sensibilise, on en parle. Il faut aussi soutenir les actions techniques et les actions non techniques qui vont permettre de mettre en œuvre les préconisations de ce type de cours. Dernière petite question pour vous, Nassira. Oui, mais vous inquiétez pas, si on dépasse 1 minute, on m'en voudra pas. Là, c'est bien, il nous reste une question, il reste 1 minute au timing, donc on est bon. C'est un événement dédié à la place de la femme, et justement, vous avez publié récemment un livre sur ce sujet. Je suis une femme et je travaille dans la cybersécurité aux éditions Brochet. Racontez-nous un petit peu
le cheminement de ce livre. Oui, merci. Déjà, la filière, on est 11% de femmes dans la filière cybersécurité. Et rien qu'à Vous voir. faites pire que l'industrie, c'est fort. Il faut y arriver. Hein. Oui, c'est les derniers. Parce que l'industrie, c'est déjà pas bien. C'est 11%. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est une filière, on va dire, mal connue, mal jugée. C'est le bonhomme à capuche, si on veut chercher sur Internet cybersécurité, vous allez voir les images. Et donc, ça fait fuir les femmes. Et par l'initiative du CEF6, c'est de dire, oui, la cybersécurité a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, à travers le monde, on manque de 3 millions on a 3 millions de postes ouverts, tellement la menace elle est énorme et on n'arrive pas à recruter et on n'arrive pas à former. Donc en 2019, j'ai publié un premier livre, Je ne porte pas de suite à capuche, pourtant je travaille dans la cybersécurité. En fait, ce premier, c'est un guide pour les métiers. Il est long, mais on ne peut pas l'oublier, voilà, le titre. C'est un guide pour les métiers et pour les formations de la cyber. Les chiffres viennent d'une étude à laquelle j'ai participé avec l'OPIEC. Et donc, le deuxième, c'est 65 femmes de la cyber qui parlent d'elles, qui parlent de leur métier. L'idée, c'est bien sûr attirer plus de femmes vers ces métiers, mais les hommes aussi, on a besoin des deux. Aujourd'hui, la menace est tellement forte, on manque de professionnels. Et nous, on a des actions très, très concrètes de formation, de mentorat, d'accompagnement. Et aussi, j'organise pour la 4e fois le trophée, l'édition, la 4e édition, les trophées européens de la femme cyber. Cette année, on a ouvert une nouvelle catégorie pour les femmes du numérique. L'idée, c'est encore une fois montrer qu'il y a des femmes, montrer des rôles modèles, attirer plus de jeunes filles et puis aussi des femmes en reconversion. Voilà, j'ai fait 1 minute. Je suis déçu, par contre, c'est qu'il n'y a pas de filles à capuche sur les couvertures. Il faudra peut-être retravailler la couverture pour le numéro 3. C'était le mot de la fin. Merci à tous les trois. On peut les applaudir.